On accueille Lucie Haddad, qui est une senior product manager avec plus de 7 ans d'expérience, passée par des très belles boîtes qu'elle vous citera, plutôt un univers média B2C, notamment Deezer. Et j'ai plus depuis combien de temps, Lucie, depuis combien de temps est-ce que tu es freelance? Depuis quelques mois, c'est très récent. Depuis quelques mois, elle s'est lancée dans l'aventure freelance, donc coach product. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des besoins de coaching. Je pense qu'elle se fera un plaisir de prendre contact avec vous. On a 40 personnes on laisse encore un petit peu les gens se connecter. Je te propose quand même d'avancer. Alors, un petit point sur le marché du product, étant donné que je suis souvent sollicité à ce sujet. On constate une forte hausse du nombre de candidats, mais 80% en tout cas, vraiment, je parle des offres, des personnes qui postulent en inbound via des offres welcome. Le retour des entreprises, c'est que voilà, sur une offre product, on peut avoir plus de 100, 200 candidatures, mais avec souvent 80% de candidatures non pertinentes. Une explosion des profils juniors et des profils en reconversion, avec pas mal de bootcamp produits. Donc forcément, ça fait du monde sur le marché, hein. C'est un métier qui intéresse, qui parle à pas mal de gens, que certaines personnes faisaient parfois déjà sans le savoir. Donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de monde sur le marché. Une véritable aversion au risque, hein, d'un point de vue des entreprises, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'offres, mais qui concernent que les profils seniors. Et à l'inverse, les profils seniors, eux, qui sont bien installés dans leur entreprise, ont plus d'aversion au fait de bouger. Et c'est normal dans le marché actuel. L'impact business, hein, qui est vraiment l'obsession numéro un, et donc c'est quelque chose qu'il faut faire ressortir en entretien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent que le produit ça coûte cher, notamment des petites entreprises où parfois le produit voilà, est un petit peu géré par le CEO, par les devs. Enfin voilà, il faut vraiment montrer la valeur que ça a un product manager, et notamment par l'impact que vous avez pu avoir d'un point de vue business dans vos dernières expériences. Les compétences IA, data discovery sont très recherchées. On l'a souvent évoqué, ce profil T-shape, donc assez bon d'un point de vue généraliste sur toutes les skills du PM, mais avoir une verticale, une majeure finalement sur laquelle on est très performant. Ça peut être l'IA, ça peut être la data, ça peut être autre chose. Seuls 11% des PM en full remote, hein, donc on met quand même cette stat parce que je sais qu'il y a pas mal de candidats qui ont ce critère. Ça ne facilite pas la recherche, mais vous le savez sans doute. Et les salaires qui ont progressé quand même de 4,6% en 2023. Voilà, voilà. Alors là, on va vous laisser un petit peu de temps sur cette slide pour que vous puissiez scanner les QR codes. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. On travaille beaucoup pour vous amener ce type de contenu. C'est gratuit, vraiment, c'est cadeau pour les membres de la communauté TPC. Donc, il y a les études de cas PM à gauche qu'on a fait avec pas mal de belles boîtes, hein. Il y a du Live Mentor, Captain Contrat, il y a Legal Start également. Il y a différents niveaux, vraiment. Donc, vous ne sentez pas effrayé, disant si vous tombez sur un cas Legal Star de senior PM, parce que c'est clair qu'il fait un petit peu peur. Mais franchement, il y a du niveau et c'est super de pouvoir accéder à ça. Et à droite, c'est notre enquête sur les salaires euh, qu'on a fait début 2024. Donc, je vous laisse les slides, le temps de scanner ces petits QR codes et de boire un peu de café. Désolé pour les bruits. Hop, et dans le chat, n'hésitez pas, hein, à nous parler, à nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Pour l'instant, je vois Shannon qui nous a dit bonjour. Bonjour Shannon, d'ailleurs. Euh, mais n'hésitez pas, ça nous intéresse. Il faut que ce soit interactif. Il y a plein de bonjours qui arrivent du coup. Et alors là, le dernier QR code, c'est pour ceux qui sont en recherche pour trouver votre prochaine aventure, product, engineering, design ou data. Scanner ce QR code, on se fera un petit call, ça peut être avec moi, avec mes collègues Lisa et Géraud, qui ont rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps, et voilà, qui se font un plaisir d'échanger avec vous, vous accompagner dans votre recherche. Voilà, est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on est tout bon de mon côté. Et Lucie, bah, écoute, je te laisse partager ton écran, prendre la parole. Et pour rappel, on prendra toutes vos questions, un maximum de questions à la fin. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je serai là pour les centraliser et même on pourra vous donner la parole pour ceux qui le souhaitent. À toi de jouer, Lucie. Cool.
Eh ben, salut tout le monde, enchantée de vous presque rencontrer. Et du coup, en effet, je m'appelle Lucie et aujourd'hui, on va parler échec dans le produit. Et donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tout en grand? Ouais, Yes. cool, trop bien. Donc aujourd'hui, on va se parler échec dans une carrière produit et on va aussi essayer de se parler de comment est-ce qu'on surmonte ce sentiment d'échec. Et je parle de sentiment parce que vous seul êtes juge pour savoir si c'est vraiment un échec ou juste un sentiment d'échec, mais dans tous les cas, dans tous les cas, c'est important de le surmonter. Donc, qui suis-je? Moi, c'est donc Lucie. Ça fait un peu plus de 7 ans que je travaille dans le monde merveilleux et rock'n'roll du product management. Je suis passée par Canal, où j'ai pu travailler dans une start-up en fait au sein de Canal, donc c'était très chouette. Puis j'ai rejoint France Télévisions, donc très grand groupe, avant de rejoindre Deezer pendant plus de 4 ans. Là, je suis restée les 4 dernières années chez Deezer, donc Scale Up. Et à la suite de toutes ces belles années dans ces très jolies boîtes, j'ai décidé il y a quelques mois de monter ma boîte qui s'appelle Product Light pour justement accompagner les équipes et les managers de product managers dans l'excellence produit. Donc, c'est une activité de coaching que je fais aujourd'hui. Ouais, en effet, on peut s'en parler à la fin du talk pour ceux qui ont des besoins. Mais ouais. Euh, on va définir ensemble un peu de quel échec on va parler. Et du coup, d'abord, je vais faire un petit spoiler alerte. Je ne vais pas vous raconter tous les échecs que j'ai eus sur telle ou telle feature et comment j'ai survécu à ça et comment j'ai appris. Ce n'est pas l'objet du talk d'aujourd'hui. Il y a plein de littérature et de podcasts déjà sur la matière qui sont tous très intéressants. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'échecs et de sentiments d'échec dans sa carrière product. Donc, pourquoi j'ai pas réussi à aller là où je voulais aller à tel moment? Pourquoi j'ai pas réussi à avoir ce job? Pourquoi j'ai pas réussi à avoir cette promotion? Et pour un peu mieux définir enfin, ce sentiment d'échec, on va faire un travail un peu de product manager. On va partir de la data, de constat, puis on va affiner un peu ensemble notre hypothèse. Le premier chiffre qui est assez important, c'est celui que vous connaissez peut-être qui sort d'une étude de Mo Calcaire et qui est que, enfin celui-ci, donc 75% des product people trouvent leur productivité affectée par un problème de santé mentale. Donc ça, c'est juste hyper large. Donc enfin déjà, c'est assez, ça interpelle et ensuite, on va essayer d'aller un peu plus loin puisqu'on sait que dans ces 75%, il y a 24%, 16% d'entre eux, pardon, qui ont ces risques qu'on appelle des risques psychosociaux qui sont en fait attribués à de l'exigence émotionnelle. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, on rentre dans comment est-ce qu'on se sent par rapport à sa carrière, comment est-ce qu'on se sent par rapport à son job. Premier constat. On continue à affiner parce qu'on veut affiner un peu notre hypothèse. On est des rockstars du product management. Et là, on voit qu'en fait, on a aussi 24% des product people qui ont été interrogés en 2024 qui qualifient l'organisation de leur entreprise comme ce qu'ils aiment le moins dans leur métier. Et ça, c'est très parlant parce que l'organisation, c'est hyper important. Partout, tout le monde parle de product orga et c'est normal. Et c'est ce qui va nous permettre de progresser et au final d'être efficace et donc d'avoir des résultats. Et là, je vais juste faire un tout petit point sur l'attitude que je vais essayer d'avoir pendant ce talk. Je vais essayer au maximum de rester pragmatique, alors même qu'on parle de sentiments et d'émotions, parce qu'en fait, à la fin, à moins qu'on soit tous dans un monde merveilleux dans lequel moi aussi j'aimerais vivre, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Le but de l'entreprise, c'est pas autre chose que d'essayer de faire de l'argent et d'avoir un business qui fonctionne. Donc, je vais essayer de rester pragmatique pour que tout le monde s'y retrouve. Donc là, on commence à avoir des chiffres un petit peu intéressants. Il y en a un dernier qui est intéressant à double égard, parce qu'il va aussi nous montrer la proportion de nos shows, mais c'est quand même intéressant. On a quand même 350 personnes qui se sont inscrites à un talk sur l'échec dans le produit. Donc ça vient un peu affiner mon hypothèse sur le fait de dire oui, ok, peut-être que une des raisons de cette fragilité émotionnelle, de ces troubles en termes de santé mentale, ça peut venir de ce sentiment d'échec. Et donc c'est vraiment de ça qu'on va parler. Mon hypothèse, en tout cas, c'est que c'est vraiment quelque chose de fort qu'on retrouve dans le monde du product et on va essayer de défricher un peu tout ça ensemble. On peut aussi poser la question très directement à l'audience, hein, si tu le souhaites. Ouais. Est-ce qu'on a parmi toi qui se sont déjà sentis en situation d'échec, en tout cas d'un point de vue vraiment carrière, produit?
n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, ça sera pertinent. Ouais, si vous voulez en parler. Parce que c'est ça aussi l'autre. En fait, c'est aussi pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est que euh, j'en ai énormément parlé avec d'autres product managers qui vivent ces situations quasi quotidiennement. Et en même temps, le sujet à l'échelle communautaire reste hyper tabou, alors qu'on est dans une communauté produit qui adore parler de beaucoup de choses et qu'on a dans les différentes disciplines de métier une des communautés les plus volubiles. Donc, c'est assez intriguant pour moi de voir cette espèce de dualité. Euh, du coup, là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner un peu quatre grands paradoxes du sentiment d'échec dans une organisation de produits qui, pour moi, sont assez révélateurs en fait de ce qu'on peut vivre. On va y aller un par un et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions que vous voulez commencer à poser dans le chat pour qu'on y revienne après à la fin de la présentation. Ça peut m'aider aussi à structurer ensuite les réponses. Euh, donc, le premier paradoxe, c'est le paradoxe de l'ambition, et c'est un paradoxe qui va particulièrement parler aux femmes, puisque, enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que ça n'en est pas un et que ça pourrait être un talk à part entière, mais il y a énormément d'études qui montrent qu'il y a quand même une différence de perception de son travail selon son genre. Le paradoxe de l'ambition, c'est celui-ci, c'est l'idée de se dire je veux aller vite, je veux aller loin, j'ai envie d'être CPO à horizon 2-3 ans, ou j'ai envie d'être CPO à horizon 5-6 ans selon sa seniorité. Je suis hyper motivée, mais en fait, j'en parle à personne. Je ne fais pas part de mes ambitions ou de mon plan de carrière idéal à mon manager ou à mon top management. Donc, ça reste un peu pour moi, ce qui va augmenter un peu le sentiment de frustration dès que je ne vais pas franchir ces étapes-là. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne veut pas en parler. Parfois, c'est juste qu'on n'a pas envie d'être mal vu ou d'être vu comme quelqu'un qui aurait les dents qui rayent le parquet. Or, en fait, le manager est là pour ça. Il est là aussi pour accompagner dans la carrière. Et il est aussi là pour dire, c'est pas pour tout de suite, ce sera pour plus tard parce qu'il y a ça, ça, ça. Mais si on n'en parle pas, on ne peut pas savoir. Donc, du coup, il n'y a personne qui pourra m'aider dans cette quête un peu de carrière parfaite et je vais mécaniquement augmenter mes chances de me retrouver en échec ou en sentiment d'échec. Euh, D'un point de vue managérial, on a un peu l'inverse aussi dans ce paradoxe de l'ambition, c'est de se dire que dans mon équipe, je veux que des rockstars, je veux des gens hyper motivés, hyper performants, qui ont un track record incroyable, mais j'ai pas vraiment de plan pour eux. Donc, en tant que manager, mon but n'est pas d'avoir des gens qui partent tous les ans. Le turnover, ça devrait être le KPI, un des KPI principaux des managers dans leur casquette vraiment managériale. Voilà, ça c'est un peu ce que j'appelle le paradoxe de l'ambition. Vous allez voir, à chaque fois, on va se parler vraiment de responsabilité individuelle en tant que manager, en tant que contributeur individuel et en tant que manager. Et Ouais, j'ai bien vu la situation que tu décris, hein. Je me permets de manager qui veut une super équipe et qui n'a pas beaucoup à proposer, et parfois pas de budget même. Enfin, ça oui, devient encore plus oui, compliqué, mais effectivement, ouais. c'est assez parlant. Oui, oui, carrément. Et on en parlera plus tard, je reviendrai dessus, mais sur la notion il y a deux notions très intéressantes. Il y a la notion de plan de carrière pour son équipe et il y a la notion de plan de recrutement. Et ça, c'est des choses hyper importantes à prendre en compte quand on est manager. Mais on reviendra dessus plus en détail tout à l'heure. Il y a un autre paradoxe que je trouve assez rigolo, que moi personnellement, qui m'a beaucoup affecté. Et pareil, ça, c'est un tabou absolu. Donc voilà, j'en parle. N'hésitez pas à ne pas me laisser seule sur ça. Mais en gros, mais il est rigolo et en même temps, il est assez terrible. C'est le paradoxe du titre. En fait, c'est notre monde merveilleux sur LinkedIn où tout le monde est CPO ou CPO de transition ou CPO fractionnel. Tout le monde est Head of Product, tout le monde est Product Director, Senior Product Manager, Lead PM, Group PM, Product Strategy. Enfin, il y a énormément de titres. Et en fait, quand on ne parle pas aux gens, on ne sait pas quelle est leur réalité, on la transpose à notre réalité dans notre entreprise. Or, alors évidemment, entre un grand groupe et une petite boîte, c'est très facile d'imaginer la différence entre un head of product d'une boîte de 10 personnes et un head of product d'une boîte où il y a 500 personnes. Mais même, en fait, même dans des boîtes de même taille, de structures qui paraissent les mêmes, en fait, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Euh, et et c'est important d'être conscient de ça et de savoir se dire qu'on est un peu victime de ce paradoxe-là. Oui, ok, je sais que ma casquette senior PM, elle n'est pas pareille que dans une autre boîte. Et en même temps, ça me fait mal quand j'entends qu'il y a des gens qui sont head of product, même s'ils sont head of product de une personne. Et ça, il faut apprendre à dealer avec ça. Là-dessus, en termes de responsabilité individuelle, l'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre du recul, de vraiment être lucide par rapport à l'organisation de l'entreprise dans laquelle on travaille,
et d'aller parler à d'autres gens pour confirmer ou infirmer certaines des hypothèses sur quelle est vraiment la valeur de mon job sur le marché et quelle est vraiment aussi la hauteur du bullshit global qu'il y a dans le marché sur certains titres qu'on voit sur LinkedIn, parce que c'est aussi une réalité de notre communauté product. Et d'un point de vue managérial, je pense que c'est aussi important de savoir dire, de la même manière qu'on est capable de dire, ah oui, alors nous, tu sais, on a beaucoup de PO, mais en fait, c'est des PM sur le marché. Et du coup, nos PM, en fait, ce sont des lead PM sur le marché. Ça, c'est important et c'est en général plus facile à dire. Mais c'est aussi important de savoir dire, OK, bah, nous, les head-off, en fait, c'est des lead PM sur le marché. Et c'est comme ça. Et comme ça aussi, on apprend à être plus lucide sur vraiment la réalité globale et à moins se sentir en échec dans la carrière au sein de l'entreprise ou plus tard. En gros, si on vous a toujours dit que vous étiez head-off et que vous avez vraiment cette conception du head-off et vous pensez que vous êtes super fort en head-off et que vous avez managé 2 personnes et qu'ensuite vous passez un entretien où on vous demande de manager 8 personnes et que vous n'êtes pas pris, c'est dur à encaisser et en même temps, bah, la réalité est super différente. En fait, vous étiez probablement un lead ou éventuellement un groupe PM dans plein d'entreprises. Ça, c'est pour le Et paradoxe. effectivement, d'une Ouais. boîte à l'autre, tu peux être très bon head-off dans une boîte et finalement avoir le niveau d'un contributeur individuel dans une boîte où le niveau d'exigence est bien supérieur, hein. Ça dépend totalement des Ouais. cultures. Carrément. Et parfois même au sein d'une entreprise, quand on a des entreprises qui sont vraiment at scale ou des grands groupes et qu'on a plusieurs divisions, on va retrouver même des écarts au sein des divisions. Et ça, c'est aussi hyper dur à gérer. Et là, il y a une vraie responsabilité managériale et cross-managériale à avoir. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est un très bon job pour les VP et leur head of de discuter de tout ça. Et ça fait réagir dans le chat en tout cas. Vous êtes beaucoup à parler des titres PO, PM, du Ouais, fait que en France, l'évolution passe par le management. Donc je pense qu'on pourra y revenir en fin ouais, de on talk. pourra y Je te revenir laisse complètement, dérouler. complètement. Il y a un autre paradoxe qui est celui de la reconnaissance. Et il est paradoxal dans le sens que la reconnaissance externe n'est pas du tout sur la même temporalité que la reconnaissance interne. Et je dis ça parce que c'est un des moyens d'avoir de la reconnaissance, c'est aussi de s'exprimer à l'extérieur. Et encore une fois, on a de la chance d'être dans une communauté de métiers où les gens sont extrêmement volubiles et où on va pouvoir prendre la parole, écrire des articles, participer à des podcasts ou en entendre. Et donc, soit on reçoit, soit on donne cette reconnaissance. Et ça, c'est externe et c'est beaucoup plus visible que ce qu'il y a en interne. Il y a énormément de sujets très intéressants de sociologie. C'est particulièrement vrai en France, mais voilà, on n'est pas, c'est pas du tout la même temporalité. Et donc, c'est pareil, c'est une question de lucidité, d'accepter le fait que ça va prendre plus de temps d'avoir de la reconnaissance en interne au sein de son entreprise. Euh, euh, Ça, c'est pour la responsabilité vraiment individuelle. Il y a quelque chose qui est important pour avoir de la reconnaissance envers soi-même, c'est d'essayer de savoir comment se positionner sur le marché. J'y reviendrai un petit peu, mais j'encourage vraiment les gens à passer plusieurs entretiens par an pour savoir où ils sont vraiment. Et ça aide pour avoir aussi de la reconnaissance de soi à soi. Et en tant que manager, évidemment, on ne peut pas forcément agir sur la temporalité interne, mais on peut essayer. On peut essayer de créer un climat favorable. Et sinon, on peut aussi, pour les personnalités qui s'y prêtent, essayer de pousser aussi ces managers vers des exercices qui leur permettront d'avoir un peu de reconnaissance externe, parce que ça fait du bien. Quelque chose qu'on dit jamais assez, et ça vaut pour tout le monde, on peut dire merci quand le travail est fait, et encore plus quand le travail est bien fait. Et on peut dire merci aux gens qu'on manage et dire merci aux gens qui nous managent. Et enfin, le dernier paradoxe qui découle un peu de l'autre, c'est le paradoxe du manager. Euh, la relation qu'on a avec son manager ou en tant que manager avec son manager, elle est cruciale. Elle est cruciale parce qu'elle est au day-to-day et elle est cruciale parce que c'est vraiment de cela dont va dépendre le succès du produit, les résultats, l'impact qu'on va avoir, donc de la boîte et puis a fortiori du coup de soi-même parce qu'on a envie d'être dans des boîtes qu'on fait fonctionner. Mais donc c'est vraiment crucial, elle est là au day-to-day et en même temps, dans une gestion de carrière, elle n'est pas du tout suffisante. Plus la boîte va être grande, ou en tout cas plus la boîte va être hiérarchisée, plus il va falloir s'attarder sur les notions de managing up et de managing down. Donc en fait, essayer d'avoir des relations avec le manager de son manager ou les managers de son manager. Et de la même manière, quand on est à des niveaux VP ou C-level, être capable de managing down, donc en fait d'avoir aussi une relation privilégiée avec les équipes qui font le succès de la boîte. Et ça, je vais m'y attarder un peu plus dessus
sur vraiment une slide à part, sur l'importance du managing up et du managing down. Pourquoi? Parce que personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait défaut, la notion de vrai managing up. C'est quelque chose que j'ai raté dans ma carrière, c'est un beau fail. Et donc, du coup, je me dis que peut-être que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc, sur cette partie managing up, managing down, je vais vraiment me concentrer. On va vraiment parler de certaines soft skills qui sont pour moi hyper importantes. On va en voir trois en réalité. Ça va de soi que le fait d'être très compétent dans son job et d'avoir des résultats à la hauteur ou enfin, de ce qu'on attend de nous, voire encore mieux de ce qu'on attend de nous, c'est la base du managing up et c'est la base du managing down. Si on est Enfin, je veux dire, si on est mauvais dans son job, que ce soit en tant que head of, VP, CPO ou en tant que junior PM, senior PM, lead PM, enfin, les soft skills ne devraient pas en tout cas nous aider à tellement mieux managing up. Le résultat, c'est ce qui compte le plus. Mais sur ces soft skills quand même, il y en a trois, je disais, qui sont hyper importantes pour moi. La première, c'est celle de confiance. Euh, la notion de confiance, c'est hyper important. C'est particulièrement sur le marché français, parce que c'est très culturel aussi. Ça peut différer d'un pays à l'autre. Mais vraiment, en France, c'est hyper important. Et si vous faites un peu attention, je suis sûre que vous avez déjà toutes et tous entendu, ah ouais, non, il est pas mal ou elle est pas mal, mais je ne lui fais pas vraiment confiance. Ou ah oui, ce nouveau manager qui vient d'arriver, ouais, ok, j'attends de voir parce que pour l'instant, je ne lui fais pas confiance. C'est un truc qui est hyper, hyper présent dans l'écosystème français, pas que sur les métiers de product, hein, sur l'ensemble des métiers, mais du coup, étant donné que quand on fait du produit, à chaque fois, je dis tout le temps ça, mais 80% du job, c'est de l'humain, en réalité, cette notion de confiance, elle est vraiment primordiale. Euh, en fait une organisation produit, comme toute organisation, c'est un peu comme un bébé société, en fait. Donc, il faut savoir parler un peu le même langage. Et là, breaking news, vous n'allez jamais demander à votre top management de parler votre langage à vous. Donc, pour être hyper précise, si, comme moi, vous êtes plutôt sur des personnalités fédératrice, par exemple, moi, je sais qu'une de mes forces, c'est que je vais fédérer, inspirer les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais je ne suis pas très analytique. J'ai plus de mal à convaincre en utilisant vraiment des trucs, des raisonnements hyper analytiques et hyper logiques. Pourtant, j'essaye, mais ce n'est pas forcément ma force. Je ne vais jamais demander à mon top management de se mettre à parler en termes inspirationnels comme moi. Ça ne marchera pas. C'est à moi d'essayer de m'adapter à eux pour qu'ils me fassent confiance. Ça, c'est un truc super important enfin, et là, quand je le dis, ça a l'air bête et méchant, mais en fait, quand on est dans la situation, souvent, on ne le voit pas ou on met beaucoup de temps à le voir. En tant que manager, mon rôle, c'est de faire comprendre à mes équipes quelle est la bonne posture ou la meilleure posture à adopter, quelle est la définition de confiance au sein de l'organisation dans laquelle on est pour créer pour eux toutes les conditions du succès. Voilà, un peu pour la confiance. Euh, je vais passer maintenant sur la notion de subjectivité. Ça aussi, breaking the taboo. Alors encore, en fait, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Évidemment qu'il n'y a pas d'objectivité parfaite, voire même, il n'y a peut-être même pas d'objectivité du tout. Et en fait, c'est super important de le savoir et d'en avoir conscience dans la gestion de sa carrière. Et là, pareil, pour donner un exemple hyper précis, euh, j'espère que la plupart d'entre vous avez plusieurs sessions de feedback avec vos pairs et vos managers. Si vous n'avez pas, c'est absolument à mettre en place dans vos organisations parce que c'est hyper bénéfique pour progresser. Et en fait, là, ce qui peut être hyper intéressant, c'est d'essayer de déceler dans le feedback ou de poser la question, hein, pas forcément d'essayer d'interpréter, mais d'aller chercher ce qui est comment justement c'est perçu et interprété par par les gens avec qui vous travaillez au quotidien. Ici, on parle de managing up, mais en vrai, ça pourrait être aussi sur du management à l'horizontale et mieux travailler avec vos pairs. Je m'explique. On peut vous donner un feedback où on va mettre en valeur une de vos forces ou une de vos faiblesses. Ça, c'est vraiment le feedback factuel pour pouvoir progresser ou capitaliser sur ses forces et ses faiblesses. Ce que ce feedback ne vous dit pas, c'est si cette force ou cette faiblesse, elle est perçue de telle et telle manière par les gens qui vous entourent. Prenons un exemple. Si on a dans nos forces le fait si on a dans nos forces le fait d'être tenace, par exemple, de toujours s'accrocher, d'être hyper tenace, d'y aller, de jamais renoncer, etc. Ok, c'est une force et c'est vrai, il faut capitaliser là-dessus. Mais si tous les gens qui vous entourent, en fait, sont déjà, par exemple, j'en sais rien, hyper fatigués ou justement
ont du mal à gérer tout en priorité, en fait, cette force, elle va pas forcément être perçue comme vous voudriez qu'elle soit perçue. Et ça, c'est vraiment, voilà, tout le monde est subjectif et a fortiori, votre manager l'est et le manager de vos managers le sont aussi. Donc, il faut l'avoir en tête. Et dernier pilier, j'y reviens, c'est la reconnaissance parce que c'est vraiment super important. Et aussi, ça, c'est vraiment important. Enfin, je reste en boucle là-dessus, mais c'est important et en up et en down pour plein de raisons. En fait, c'est une boîte qui marche, c'est une boîte dans laquelle les gens se sentent bien. Et la reconnaissance, c'est une des manières de faire en sorte que les gens se sentent bien. Et c'est hyper pragmatique ce que je vais dire. Là, je parle même pas des sentiments de tout un chacun et de ne pas avoir la boule au ventre quand on vient au travail. C'est vraiment genre réussir, faire en sorte qu'on ait un produit qui fonctionne. Donc voilà, je prononce ce mot beaucoup, mais c'est très important et c'est important en managing up et en managing down, les deux. Euh, c'est important de garder ça en tête, surtout, enfin pas que, mais je dirais aussi surtout dans le cas d'une entreprise avec plusieurs layers, hein, ce que je vous dis. En gros, si vous avez un manager qui lui aussi a des managers, mais c'est un peu le cas de tout le monde parce que même si votre manager n'a pas de manager, a priori, il a peut-être des investisseurs sur le dos. Et donc, ça peut fonctionner un peu pareil. C'est important parce qu'en fait, votre boss n'est pas le seul détenteur ou la seule détentrice des décisions qui vont être prises par rapport à votre carrière. Et c'est important dans l'autre sens parce que vos équipes sont au cœur du succès de votre produit et donc de votre boîte. Donc, on a tous intérêt, en fait, et c'est, enfin, encore une fois, c'est un peu froid et pragmatique ce que je veux dire, mais on a tous un intérêt économique à ce que ça se passe comme ça et à ce qu'on soit hyper conscient de toutes ces choses. Voilà pour la notion de managing up sur laquelle je voulais absolument m'arrêter parce que pour moi, c'est important et c'est encore un peu tabou, je trouve. En tout cas, on a un peu du mal à en parler. Et moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat ou jeter des pavés dans la mare. Comment est-ce qu'on essaye de dépasser ce sentiment d'échec dans une organisation produit? Il y a plusieurs choses. Je vais essayer de le découper un peu en trois piliers. Évidemment, c'est générique et on pourra peut-être creuser avec les questions-réponses ou dans une session à part si vous voulez en reparler après. Mais déjà, il y a une première chose, c'est la gestion des émotions. Ça, c'est pareil, c'est un truc dont on a beaucoup de mal à parler en entreprise. Et pourtant, même les gens qui arrivent, et moi je suis toujours en admiration devant eux, parce que ce n'est pas mon cas, mais qui arrivent à garder cette posture incroyable et à avoir un visage qui arrive à rester neutre tout le temps. Même eux ont des émotions, c'est assez évident. Et puis pour les gens comme moi, sur qui tout se lit, il faut absolument aussi apprendre à les gérer. Non pas pour que ça se lise moins, mais pour soi-même. Euh, Là-dessus, c'est important et je ne vais pas rentrer dans de longs débats sur le développement personnel parce que ce n'est pas mon but et je suis pas coach de vie. Mais c'est important de bien se connaître et de composer avec sa propre personnalité pour aussi savoir bien gérer la frustration. Étant donné que le product management est un job à 80% humain, c'est aussi un job avec énormément de frustration parce que l'être humain est le meilleur pour créer un peu de frustration chez ses congénères. Et c'est important de connaître son cercle d'influence et de l'élargir, mais je vais revenir dessus juste après. Sur sa propre personnalité, je vais vous donner un exemple très concret qui est le mien. Pendant toute ma carrière, mais pendant toute ma carrière, on m'a dit sois patiente. Sois patiente, Lucie, ça va venir. Sois patiente encore un petit peu. Et en fait, mais enfin, ça a l'air trop bête comme ça, mais moi, ça m'a pris vraiment du temps. En fait, ce feedback-là, je ne savais pas expliquer pourquoi, mais il était hyper dur pour moi. Je ne savais pas quoi en faire. J'étais en mode, mais est-ce que ça veut dire que je suis nulle? Est-ce que ça veut dire que, en fait, c'est pas pour moi? Est-ce que je devrais changer de métier? Or, en fait, le vrai truc, il n'était pas sur ce qu'on me disait, il était sur mon rapport de moi à moi-même. Comprendre que je ne suis pas patiente, en fait. Juste, je ne suis pas patiente. Donc, quand on me dit sois patiente, c'est la réaction que j'ai, elle est due au fait que ça fait bientôt 31 ans que je ne suis pas patiente. Il y a peu de chances que j'arrive à le faire changer très rapidement, ce trait de caractéristique-là. Et donc, du coup, mon challenge, ça va être comment est-ce que j'essaye de channel cette énergie pour que ça devienne quelque chose de positif. Comment est-ce que j'arrive à me dire, OK, je ne suis pas patiente, mais donc, du coup, comment est-ce que je peux faire pour que mon impatience me serve et pas me desserve? Parce que souvent, quand on gère mal ses émotions, il y a un peu ça qui se passe. Idem pour la gestion de la frustration. Par exemple, dans mon cas, sur le fait que je sois impatiente, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, je vais m'inscrire dans des cycles qui sont courts
relativement court. Et je reviendrai après sur la notion de cycle et de savoir quand est-ce qu'on doit quitter une entreprise ou quand est-ce qu'on doit changer de job dans cette entreprise. Le dernier point, c'est vraiment sur le cercle d'influence. C'est pas du tout une notion que j'ai inventée. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent le circle of influence. L'idée, c'est vraiment de bien reconnaître ce cercle d'influence, savoir ce sur quoi je peux avoir de l'impact, parce que tout ce qui est en dehors de mon cercle peut me frustrer autant que je veux, mais a priori, vu que je n'aurai pas d'impact dessus, je ne vais pas pouvoir changer ma frustration. En revanche, en travaillant sur mon cercle d'influence, je vais pouvoir petit à petit le faire grandir, avoir de plus en plus d'impact euh, et être de moins en moins dans cette situation d'échec. Ça, c'est vraiment super important, c'est de la responsabilité individuelle. Encore une fois, en tant que manager, on peut accompagner ces équipes à pas forcément mieux gérer leurs émotions, parce que ce n'est pas nécessairement le job du manager de faire ça, mais en tout cas, leur faire prendre conscience des émotions qui les traversent et de leur cercle d'influence et de comment les accompagner pour l'élargir. Un autre pilier pour moi, c'est le résultat et la réalité. Il faut toujours se prendre un peu de recul pour refaire un petit reality check, capitaliser sur les faits. Pour moi, les meilleurs faits, ce sont les résultats. Et je reviendrai dessus en tant que manager, donner vraiment le contexte exact et donner les cartes à nos équipes pour leur permettre de prendre des décisions qui sont fondées sur la réalité. Là aussi, je vais vous prendre un exemple personnel. Parce que quand on parle de résultats et de réalité, vous allez voir la différence que je fais entre résultat et réalité. Il y a eu un moment dans ma carrière où je stagnais, donc j'arrivais pas à avoir le poste que je voulais. Et puis, donc, j'avais tout un tas de feedback qu'on me donnait. Puis à chaque fois, je prenais vraiment hyper à cœur les choses pour essayer d'améliorer, voilà, de cocher un peu toutes les cases. Et je cochais toutes les cases qui étaient très product, avec les soft skills qu'on a dans le product. Mais voilà, petit à petit, je les cochais, j'étais plutôt contente de moi. Et surtout, d'un point de vue résultat, donc vraiment impact sur les métriques qui m'étaient associées, c'était là. J'avais de bons résultats. Et puis, on s'est mis à me faire des feedbacks, genre, ah oui, mais là, la qualité de ta présentation PowerPoint, c'est pas vraiment ce qu'on attend pour le niveau que tu veux. Et ça, ce genre de feedback, évidemment, vous comme moi, on n'est pas débiles, hein, on lit un peu entre les lignes et on se dit, ah, ok. Donc là, je sens que ça va pas le faire. Parce que quand on commence à dire ce genre de choses, c'est que c'est vraiment, enfin là, c'est tellement détaillé qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je me suis remise en question, puis j'ai essayé de capitaliser sur les faits, mais j'étais là, mais je dois être vraiment, vraiment nulle pour que le feedback qu'on me fasse soit sur une presse PowerPoint. Et en effet, vous pouvez en juger à cette présentation. C'est pas dingo, mais c'est pas grave en fait. Et donc du coup, ce que j'ai complètement raté à ce moment-là, c'est la réalité. En fait, la réalité, parce que donc moi j'étais très focus sur les résultats, etc., mais j'avais pas fait mon reality check. Et mon reality check, c'est que j'étais à ce moment-là dans une organisation où les besoins du top management ne correspondaient plus à ce que moi je pouvais vraiment apporter. Et donc du coup, ça créait même un manque de confiance du top management envers moi et au final aussi de moi envers le top management. Et ça, c'est vraiment, à titre personnel, un truc que j'ai complètement raté. J'ai mis énormément de temps à le voir. Et c'est pas une bonne chose. En fait, il faut vraiment ce truc de reality check et de prendre le recul. Pour moi, ça s'apparente aussi vraiment à rester humble. Et en fait, si on se concentre que sur les résultats et pas sur la réalité, pas sur le contexte, on rate un peu ça. Et à partir du moment où on n'est plus vraiment humble, on n'est plus un super product manager. Parce que c'est pour moi la qualité un peu numéro une qu'on doit avoir dans le produit. Évidemment, en tant que manager, apporter de la clairvoyance à vos équipes et les aider à pouvoir prendre ce recul, c'est clé. Et ça leur permet vraiment de prendre des décisions pour eux et donc pour votre équipe qui sont les meilleures. Et donc, j'enchaîne avec cette fameuse notion de fin de cycle. Euh, Savoir quand partir, c'est important. Pour ça, je le redis, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut reconnaître la vraie fin d'un cycle, hein. Une première frustration, un premier moment un peu de down et de flottement et de perte de motivation, ça arrive à tout le monde. Et ceux à qui ça n'est jamais arrivé mentent un petit peu probablement, ou en tout cas se mentent à eux-mêmes. Et c'est OK. En revanche, il y a des signes qui ne trompent pas, qui sont quand vraiment, en fait, on n'arrive pas du tout à faire redémarrer le cycle, quand on sent qu'on n'y est vraiment plus du tout, qu'on n'a plus qu'on n'a plus ce qu'on avait au départ et qui faisait qu'on était là et qu'on était content d'être là. C'est là où ça commence à sentir un peu mauvais. Il faut se poser la question.
Là, je le redis, passer des entretiens dans d'autres boîtes, c'est formidable parce que ça vous permet de voir aussi ce que vous ne voulez pas ailleurs. Ça vous permet de savoir où vous êtes sur le marché et ça vous permet aussi de rencontrer des gens. Et parfois même si ça aboutit pas sur un nouveau job, ça juste apporte cette ouverture d'esprit. Euh, j'ai du mal à croire que, en tant que manager, on ne voit pas la fin de cycle de ses managers. Euh, En tout cas, moi, je pense qu'on la voit. Et là aussi, c'est important d'accompagner soit un départ à venir, soit un renouveau dans le cycle. Et un départ, ça peut être un départ de la boîte, comme ça peut être un départ de l'équipe. Il y a de très jolis nouveaux cycles qui se créent au sein de la même boîte. Ça, c'est complètement possible. Et ça peut être, enfin, c'est à envisager, je pense. Il y a trop d'histoires qui se terminent alors qu'elles pourraient Ouais. Et je me permets de rebondir, excuse-moi Lucie, mais effectivement, enfin, vraiment de ma position, j'ai vu pas mal de situations comme celle-ci et n'attendez pas que la situation d'échec vraiment s'enlise parce qu'après, ça va vous faire perdre, disons, un petit peu confiance en vous, en vos capacités et ça peut être très compliqué d'aller faire des entretiens dans cet état mental. ouais. Et voilà, sachez bien que ça n'a pas toujours été un échec, donc essayez de valoriser ce qui a marché et n'hésitez pas à quitter l'entreprise au bon moment, en tout cas, Oui. plutôt que d'attendre. Oui, oui, c'est clair. Et il y a une notion dont je ne parle pas parce que je ne suis pas du tout experte sur le sujet, et il y a beaucoup de littérature dessus, qui est vraiment le syndrome de l'imposteur. Et Oui. ça, on l'a souvent, et parfois, il mène à un sentiment d'échec aussi. Il faut en effet faire attention à ça. Et c'est pour ça que le fait de garder l'esprit ouvert et de passer des entretiens, ça, en fait, voilà, ça permet de revoir un peu la réalité. Et en effet, il ne faut pas être dans un état mental euh, non propice aux entretiens parce que sinon, ça a l'effet contre-indiqué. Tu as t'as bien fait d'intervenir. Et oui, sur le Ouais, syndrome, on est content qu'il a été mentionné dans les commentaires, le syndrome ouais, Marty Kagan, quelque chose dont on est ah assez oui, fier chez TPC d'avoir mis un terme sur ouais, ce sentiment vécu par pas mal de PM. ouais, Écoute, je te laisse finir, désolé ouais, pour ouais, les c'est clair. interruptions sur ça. Mais ouais, trop intéressant le syndrome Marty Kagan. On pourra en reparler. Je pense que ça veut dire plein de choses. Mais ouais. Alors, un petit point vraiment plus à destination des managers ou à destination des product people qui veulent en parler à leur manager ensuite. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que son équipe n'est pas en train de vivre ce fameux sentiment d'échec? Il y a deux gros points sur lesquels je vais revenir. Le premier, c'est la motivation. Pareil, c'est un truc dont on parle, mais on n'en parle pas vraiment. La motivation, elle est, enfin, il y a plusieurs choses dedans. Évidemment, la reconnaissance, je reboucle sur ma reconnaissance adorée, mais évidemment, la reconnaissance, ça va en faire partie. Ça va garder les équipes motivées. Et encore une fois, une équipe motivée, c'est une équipe qui va pouvoir réussir. Euh, il y a aussi la notion de transparence et la notion de redire pourquoi est-ce qu'on est là, en fait. C'est quoi le driver du job? Pourquoi est-ce qu'on a rejoint, enfin, pourquoi est-ce qu'on a été recruté? Et pourquoi est-ce que cette entreprise existe? Et pourquoi est-ce que ça nous a motivés au moins au début, et où est-ce qu'on peut retrouver de la motivation? Et si, par exemple, j'en sais rien, si votre entreprise est un peu dans une période de creux et que c'est moins intéressant d'un point de vue product parce que on décide de se concentrer sur autre chose, il y a plein de trucs qui peuvent être hyper motivants. Ça va peut-être être le moment d'essayer de revoir un peu les pratiques produits de la boîte. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut retrouver de la motivation. Et ça pour moi, c'est vraiment clé sur le fait de garder une équipe motivée. Reconnaissance et transparence, il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est en tant que manager de donner l'opportunité à tout le monde de jouer avec les mêmes règles du jeu. Et ça, c'est avec la transparence. En fait, si je connais le contexte, en gros, on sait prendre des décisions pour nous-mêmes. Si j'ai tout le contexte, si je connais un peu vraiment ce qui se passe, si je sais qu'il n'y a pas de, il y a pas, voilà, la boîte n'est pas dans une posture qui va permettre d'avoir les promotions envisagées ou les augmentations envisagées, ok, en fait, c'est pas pour ça que je vais nécessairement partir. Mais en revanche, ça va m'aider à faire mon choix de rester plutôt que d'être un peu dans cette espèce de notion vague et floue où je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas, où finalement on va essayer d'argumenter sur ah oui, mais c'est cette raison-là qui fait que tu ne l'as pas eu. Et c'est possible, hein. Et là, c'est à moi de me remettre en question et de faire en sorte d'être meilleur pour la prochaine fois. Mais si c'est quelque chose de complètement contextuel, exogène, quoi, qui est vraiment de la boîte, c'est OK. Et a priori, tout le monde peut le comprendre. Ou alors, bah, ça marche pas, je peux vraiment pas vivre ça, et donc du coup, je me mets en quête de quelque chose d'autre. Mais les meilleures décisions sont prises avec les meilleurs insights.
c'est un peu notre job de PM, donc enfin, en fait, on peut envisager sa carrière comme un produit aussi. Et donc, c'est important en tant que manager de les donner et c'est important en tant que contributeur individuel d'aller chercher ces éléments de contexte. Et ensuite, la fameuse notion de plan de carrière et de plan de recrutement dont on a parlé un petit peu au début du talk et sur laquelle je voudrais revenir. Sur le plan de carrière, c'est important d'avoir des plans de carrière qui sont personnalisés et qui n'offrent pas que la voie du management. Effectivement, c'est un sujet dont on parle beaucoup en général. On doit avoir des plans de carrière aussi sur des tracks qu'on appelle experts, qui vont être en gros des contributeurs individuels sans management et qui vont énormément apporter à la boîte. Et en même temps, tant mieux, parce qu'une organisation avec 45 000 managers, au bout d'un moment, c'est pas forcément ce qu'il faut. Il faut réussir à trouver le bon équilibre. Donc ça, c'est hyper important d'avoir un plan de carrière personnalisé suffisamment détaillé et qui va vraiment s'adapter aussi à la personnalité des gens qu'on a en face de nous. Euh, Si on a certaines personnes qui vont vouloir accentuer une partie spécifique de leur rôle, on doit pouvoir un peu framer le plan de carrière de manière correspondante et être très clair aussi sur les différentes étapes qu'il y a dans ce plan de carrière. L'autre partie, c'est la partie vraiment plan de recrutement. Et là, je vais donner un exemple, enfin voilà, un peu extrême pour qu'on puisse comprendre. Euh, Si mon équipe de rockstar n'est constituée que de seniors PM ou de lead PM qui veulent tous devenir head of product à horizon de 2 ans, je suis dans la merde. Parce qu'en fait, soit je vais me taper un turnover de malade, soit je vais avoir des équipes qui vont être démotivées très rapidement. Et encore une fois, le turnover, c'est pas ce que je veux en tant que manager. Hein. C'est pas, le turnover, c'est pas bon pour mon produit. Enfin, un turnover trop important, c'est pas bon pour mon produit. Donc ça, c'est aussi hyper important. On doit avoir des équipes diversifiées en termes de personnalité et des équipes diversifiées aussi en termes de plan de carrière futur. Il faut prendre le temps d'en discuter pendant les entretiens. Et en tant que candidat, quand on passe des entretiens, je pense que c'est important de rester honnête là-dessus et d'être assez clair. En gros, si on vous propose un job sur lequel il y a pas du tout de perspective d'évolution, bah, et que vous savez que vous voulez évoluer dans 1 an, c'est probablement pas le bon job pour vous. Faut quand même, enfin, voilà, faut pouvoir en discuter dès le moment de l'entretien. Euh, Sur la construction d'une équipe, c'est hyper important pour tout le monde de comprendre que c'est pas, et la construction d'une équipe aussi au sens organisation produit, c'est pas, c'est difficile, c'est un exercice super difficile euh, parce qu'il a un impact sur des êtres humains et donc ça, faut jamais l'oublier. Et c'est pas juste un enjeu qu'on doit voir avec les RH. Et quand je parle de plan de recrutement, je parle aussi de recrutement en termes de salaire. On peut pas se permettre d'avoir des écarts de salaire trop importants. C'est hyper souvent le cas dans énormément de boîtes avec lesquelles j'ai pu discuter et m'entretenir sur le sujet. Il y a beaucoup d'écarts. Alors, il y a toujours une manière de le justifier. On n'avait pas les bonnes enveloppes à ce moment-là. Le marché a beaucoup changé. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Et c'est ce qui fait que ce qui fait que c'est hyper difficile de faire ces métiers-là et d'être en charge des organisations. Mais il faut vraiment veiller à ça. Parce que pareil, ça peut pas être que au RH de gérer ce genre de choses. Et ça peut avoir un impact très fort ensuite sur le succès de notre organisation et donc, in fine, sur le succès de notre business. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est que le business fonctionne. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec des choses qui ont été dites. Eh bien, merci beaucoup, Lucie. Écoute, franchement, c'était super intéressant. On a beaucoup de commentaires, donc je pense que ça a pas mal parlé à l'audience. Et surtout, c'était vraiment sans filtre. Et ça, je pense que c'est très appréciable dans un univers produit où Ouais. bah, souvent tout est un petit peu, tout le monde est beau, tout le monde est successful, disons. Et je pense que peut-être que ça crée un sentiment chez les gens qui n'osent pas parler de leurs échecs. Donc là, le fait d'en parler de manière aussi ouverte, en tout cas, c'est franchement appréciable. Alors, j'ai beaucoup de commentaires, comme je dis, ça va être assez dur de centraliser, notamment pas mal de... c'est pas forcément des questions, c'est plutôt des situations qui nous sont décrites par des personnes. On a Shannon qui est pas mal intervenu. Shannon, je ne sais pas si tu voudrais éventuellement prendre la parole. Pour info, Shannon, c'est une super Head of Product qui est passé par Blablacar, qui est d'ailleurs un freelance aussi comme toi, il me semble, Ouais. si je dis pas de bêtises. je, je pose la question, Shannon, je ne sais pas si tu voudrais prendre le micro. Salut, bonjour. Ah, salut Hello! Shannon, Ouais, ça merci va? Lucie. Oui, merci pour cette super présentation. Je suis tellement contente de te voir et tellement contente de voir
le product crew en train de featuring des femmes dans le product, comme ça, c'est génial. J'avais une question pour toi sur la gestion de la réputation de l'équipe post-échec. Je vois en France, on est très mal à l'aise avec ça, même si on sait tous que ça fait partie du jeu et que les produits, c'est un essai, c'est un bet. On ne sait jamais si ça va marcher, on peut essayer de dérisquer, mais rien n'est jamais sûr. Donc, comment est-ce que toi, en tant que leader, est-ce que tu aides à protéger la réputation de ton équipe face à ces échecs qui sont une partie du jeu? Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et je suis complètement d'accord. On a beau le dire, en fait, souvent, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a la double casquette à prendre, en fait. Il faut protéger son équipe et donc lui permettre d'échouer et nous prendre la responsabilité de l'échec, dire, OK, je vais assumer ce que l'équipe a fait. Et parce qu'en fait, souvent, un échec, c'est pas qu'on a mal fait, c'est que voilà, c'est it's a bet et parfois ça plante. Et l'autre partie, c'est vraiment sur des enjeux un peu d'influence et essayer de faire changer les mindsets pour aller vers un échec qui est acceptable. Parce qu'en effet, et d'ailleurs, les success stories, parfois, elles viennent de bêtes qu'on n'a pas pris pendant des années et après, finalement, on a fini par mieux comprendre et ça a marché. Un échec, souvent, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement renoncer. Parfois, faut comprendre à quoi il est dû et essayer d'améliorer les choses. Mais le sujet est super sensible. Sincèrement, j'ai pas toutes les bonnes clés pour ça. Je pense qu'il y a vraiment c'est vraiment aussi un enjeu de posture, à mon avis. Être capable de dire qu'on assume. Merci beaucoup, Lucie. Et alors, tant que Shannon, tu es encore au micro, peut-être que tu auras un avis là-dessus, parce qu'on a eu quelques retours là-dessus dans le chat, en fait, sur le fait qu'en France, on ait une vision de l'évolution qui passe forcément par le management, que la carrière expert product, senior product expert, disons, on la voit peu, on la voit plus dans des boîtes américaines. Et du coup, Shannon, d'où le fait que je te demande de rester, parce qu'il me semble que toi, tu es de culture, en tout cas, tu es américaine d'origine. Oui, Est-ce que tu pourrais peut-être... il y a peut-être une différence aussi, ouais, parce que aux États-Unis, on a une autre vision du produit dans mon expérience. On n'attend pas à ce que chaque solution apporte 100% du temps des réponses positives. On est peut-être un peu plus réaliste là-dessus, on a un peu moins peur de l'échec et j'ai vu tellement de fois une phrase citée qui me sidère et qui m'énerve, ce qui est, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et aux États-Unis, on n'a pas ça. On a un mindset qui est beaucoup plus growth-oriented. On se dit, les compétences, ça se développe. En tant que leader, on est responsable de reconnaître l'état de maturité et d'expérience et d'essayer d'investir dans ses ressources. Même si on a une réputation de virer rapidement les gens et tout, on n'est pas tout de suite dans ce sens. Il faut vraiment faire des bêtises ou que la société soit dans un contexte qui n'est pas une réflexion de toi. Donc, ce qui est intéressant pour moi dans ces situations où on a des échecs, c'est avec quelqu'un, moi en tant que leader, j'essaie de reconnaître leur niveau et je communique en avance. C'est la première fois qu'il ou elle va travailler cette tâche. Euh, on sait tous qu'on n'a pas 100% des solutions qui marchent. Donc, voici ce qu'on va faire en cas où. Ou voici les chances de succès qu'on attend et j'essaie d'informer autour de moi si je pense que ça va pas marcher ou s'il y a un risque. Comme ça, quand on a un souci, on peut dire, on savait que ça pouvait arriver, machin bidule a bien géré la situation et j'en suis contente avec la réponse, même si le résultat n'était pas bon. On focalise beaucoup plus sur la réponse après le coup dans ces cas aux States. Or, en France, j'ai l'impression qu'on est genre, ah bah, ils ont pris une mauvaise décision, ils sont nuls. Et c'est un peu difficile de gérer cette réputation d'échec. Je pense que Lucie, tu en as parlé de plusieurs choses, je suis entièrement d'accord. C'est compliqué en France parce qu'on a tellement peur de ça. Mais cette présentation est la preuve. Il faut arrêter d'avoir peur. C'est normal. Merci beaucoup, Shannon. Lucie, tu voulais peut-être réagir? Non, je voulais juste dire trop d'accord avec toi, mais j'ai pas arrêté de faire comme ça, donc ça a dû se voir. Ouais. Et pour info, Shannon, il me semble que tu présentes aussi un webinar ce jeudi. Donc, n'hésitez pas, même si tu veux mettre le lien dans le chat, vraiment,
c'est avec grand plaisir qu'on te fait un petit peu de publicité. Trop cool. Thank you so much. Écoutez, il est 12h51. On va peut-être prendre une dernière question. Après, on va partir déjeuner tous. En tout cas, Lucie l'a dit en début de call, donc je le répète, si vous voulez continuer la discussion, je pense qu'elle se fera un plaisir sur LinkedIn d'échanger avec vous et même aussi sur les besoins éventuels freelance. Hein, ça reste d'actu. Et alors, il y a une question sur finalement comment est-ce qu'on réconcilie si on sent qu'on est vraiment dans une situation d'échec, on va dans le mur. Par exemple, là, David nous parlait de réconcilier le produit et la tech. J'ai un petit peu tweaké sa question. C'est finalement quand est-ce que tu décides d'y aller. Ok, c'est pas grave, je suis pas d'accord avec la direction prise, mais j'y vais quand même, quitte à vraiment aller dans le mur et faire partie un peu de cet échec. Ou ok, là j'ai donné, j'ai vraiment essayé de convaincre, de fédérer, mais finalement plutôt Ouais. partir. Ouais, je pense que là, la clé pour moi, c'est de bien analyser le contexte de la boîte. Euh, si, si le contexte n'est pas propice au fait de challenger, et qu'en fait, nous, on est dans une position de challenger, et c'est d'ailleurs vraisemblablement pour ça qu'on a été recruté, enfin, pour ça qu'on a été recruté, et ça fait partie du job, mais parfois, c'est pas le bon moment. Et si c'est pas le bon moment et que ça ne sera pas le bon moment pendant très longtemps, je pense qu'il vaut mieux partir. En revanche, si c'est possible et que les conditions sont favorables et réunies, il faut pas, enfin, si on sait qu'on va dans le mur, il faut pas y aller, hein. Ouais. Ce serait déraisonnable. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire il faut essayer, en fait, parce que et même si ça doit amener à après, finalement, ça s'est pas bien passé et du coup, je vais partir, mais au moins pour moi-même, je sais que j'ai essayé de donner les clés à ceux dont c'est la responsabilité de prendre les décisions les plus importantes. Merci Merci. beaucoup. C'est ce que j'ai fait, mais ça m'a coûté mon poste. Mais comme ça faisait 5 ans, je Ouais, voyais qu'on était en train de reproduire un échec mm, d'il y a 4 ans. ouais, Et donc, c'était vraiment ma volonté de montrer au management qu'il ouais, fallait quand même être en proximité avec les équipes qui utilisent notre produit et ouais, ne pas travailler en mode les œillères et allez, on bosse pendant 1 ou 2 trimestres et on ouais. leur donne un POC. Je trouvais ça complètement aberrant. Après, il y a des histoires de. Enfin, bon, je ne connais pas du tout ton cas particulier, mais il y a aussi des postures. En fait, il y a comment est-ce qu'on amène la discussion? Est-ce que, encore une fois, c'est le bon moment? Est-ce que eux sont prêts à être challengés à ce moment-là? Est-ce que le meilleur moment, c'est plus tard? Et puis si ça marche pas et que ça marche pas, enfin, voilà, il faut partir et j'espère que ça va mieux là où tu es ou là où tu seras. Tout à fait. Un nouveau cycle. Voilà. En tout cas, on espère que ça se passe mieux dans ce nouveau cycle de vie. Mais si vous voulez d'expérience, j'ai eu le cas d'un profil très senior qui était dans cette situation. Il a laissé la boîte, entre guillemets, aller dans le mur. Il s'est servi finalement de cet échec qui était clairement objectif. Hein. Tout le monde était d'accord pour dire que là, ils étaient passés à côté de leur année. Et c'est là vraiment qu'il a réussi à convaincre le CEO, OK, donne-moi les rênes, essayons de faire du produit comme moi, je pense qu'on doit le faire. Et finalement, il a eu un super impact par la suite. Donc, ça peut être également le bon moment, entre guillemets, pour essayer de reprendre les rênes quand on les a pas. Et c'est Mm. souvent un peu ce qui est frustrant quand on est honneur d'un objectif sans avoir l'attitude. On pourrait encore en parler longtemps. Je vous Ouais. propose qu'on aille déjeuner. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Merci Lucie, évidemment, pour ton intervention. On espère vous voir nombreux à nos prochains événements, hein, qu'ils soient physiques ou en ligne. Et n'hésitez pas à nous laisser une petite note entre 0 et 5. Sur les 0, nous ne serons plus invités. Je plaisante évidemment. Mettez la note que vous souhaitez. Et on vous souhaite une très bonne journée. Bon appétit.